Bonjour, bienvenue à tous sur PhysioSkills. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour commencer cette deuxième saison, je reçois Simon Ledin, kinésithérapeute qui se spécialise dans la rééducation des pathologies de la course à pied. Avec Simon, nous parlerons biomécanique et technique de course. Nous aborderons bien sûr le fameux débat entre attaque talon et attaque médio-pied. Nous parlerons des différentes pathologies de la course à pied. Et pour terminer, nous insisterons sur l'importance de bien gérer la charge d'entraînement. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Simon, merci beaucoup d'être là. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Simon Ledin, j'habite et travaille à Lausanne, j'ai 33 ans. Je suis diplômé de kiné en France depuis 10 ans. J'ai travaillé pendant 3 années dans le rugby. Ensuite, un peu en libéral sur Paris avant d'arriver en Suisse il y a plus de 4 ans. Et je travaille maintenant depuis 2 ans dans un centre de médecine du sport sur Lausanne. Et donc tu t'intéresses à toutes les problématiques liées à la course à pied? Oui, depuis 4 ans, ouais, c'est devenu un de mes domaines qui me plaît bien dans la physiothérapie, dans la kiné. Donc j'essaie de me tenir informé de tout ce qui se fait, qui sort d'un point de vue littérature. Ok. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la course à pied. Alors course à pied, qui se situe un petit peu, on va parler de la course de fond plutôt. Et je voulais savoir si tu pouvais nous préciser un peu les différentes phases du cycle de la course à pied. Il y a 3 phases dominantes. Il y a d'abord la phase d'attaque du pied au sol. Donc c'est là-dessus qu'on va observer l'alignement un peu du sujet lors de l'attaque du pied. Déjà sa manière de poser le pied. On discutera, je pense, plus tard de cette fameuse attaque talon versus médio-pied ou avant-pied. On va regarder justement le positionnement du genou au-dessus de ce pied, et lors de la phase d'attaque du sol, on va regarder aussi le pattern de course, c'est-à-dire est-ce que le patient ou le coureur, on va dire, a une attaque du pied qui est loin de son centre de gravité ou pas. Ensuite, on a la phase de mise en charge, ce que les anglophones appellent mid-stance. Donc c'est là où 100% du poids du corps est porté par un des membres inférieurs. Et c'est assez intéressant à la fois en regardant deux côtés et deux derrière, parce qu'on va avoir un certain nombre de possibles déformations ou corrections à amener qu'on va pouvoir évaluer à la fois sur une articulation du genou, du bassin, du pied. Et enfin, on a la phase de propulsion, le toe-off, où c'est la phase de poussée en fait, qui va permettre le passage de l'autre membre inférieur, l'attaque de l'autre membre inférieur au sol. Et du coup, dans la course à pied, quels sont les muscles, les principaux muscles impliqués et notamment, sur quel mode ils travaillent? C'est une question intéressante. Il y a énormément de muscles impliqués. Ça va aller des muscles intrinsèques du pied lors de l'attaque vraiment du pied au sol. Donc, ou même les muscles de la jambe, avec un certain nombre de contractions excentriques lors de cette pose du pied au sol. Donc, voilà, qu'on va faire attention au triceps sural, au tibial antérieur, tibial postérieur. Et puis en remontant ensuite lors de la phase de mise en charge, il y a un muscle qui m'intéresse, c'est le quadriceps, pour voir si on a affaire à un coureur qui est justement plutôt raide ou plutôt qui se laisse plutôt asseoir lors de cette phase de mise en charge. Et on va regarder aussi bien sûr les abducteurs et les rotateurs externes de hanche. Donc en fait, lors d'une analyse, que ce soit au niveau des muscles ou des articulations, on va soit partir d'en haut, soit d'en bas, mais on va plutôt avoir une analyse un peu séquencée, on va dire.
Et du coup, pour courir vite, on parle de course de fond, quels sont les muscles? Alors, je sais bien que les muscles intrinsèques du pied sont hyper importants pour tout ce qui est travail sur la posture, etc. Mais en termes de performance, ils sont aussi importants, mais quels sont les gros muscles qui... Triceps sural, quadriceps ischio-jambier et grand fessier. Grand fessier, moyen fessier, ouais, pour revenir à ta deuxième question. Et du coup, donc on va revenir un peu sur la première phase du cycle qui est sujet à tant de débats. Le courant prédominant ces derniers temps, c'est une attaque plutôt avec le médio-pied ou l'avant-pied. Oui. Alors ma question, c'est est-ce que tout le monde doit attaquer avec l'avant ou le médio-pied? Est-ce que déjà tout le monde en est capable? Ouais, je pense que la réponse, elle est un peu dans ta question. Faut savoir qu'il y a 90% des coureurs qui attaquent par l'arrière-pied, donc par le talon. Ça me paraît compliqué de vouloir changer un pourcentage aussi important de coureurs à pied. Je pense qu'avant de vouloir modifier quoi que ce soit, faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle en fait. Faut garder à l'esprit que c'est des modifications qui mettent beaucoup de temps à être mises en place et qui, pour la plupart du temps, perdureront pas dans le temps, en fait. On modifie un pattern de course, c'est une modification provisoire qui va nous permettre, par exemple, en cas de pathologie, de passer au-delà des symptômes et de remettre de la charge. Mais sur le long terme, je peux me tromper, mais je pense que le coureur à pied, il revient plus ou moins à son pattern de départ. On peut évoluer, on peut faire évoluer sa foulée, mais ça prend énormément de temps. Donc il faut encore une fois réfléchir en amont à pourquoi on veut changer de pattern de course. Ouais. Est-ce que si j'attaque talon, le fait de passer une attaque médio-pied, est-ce que ça peut me permettre d'augmenter ma performance? Oui, parce que qui dit attaque talon dit un certain nombre de forces de freinage lors de la pose du pied au sol. Donc et aussi en termes d'économie d'énergie, je pense que l'attaque médio-pied elle a une plus-value. Maintenant, tu me demandais si tout le monde est capable d'avoir cette attaque, ça va demander un système musculaire capable d'encaisser la charge entre guillemets, quoi, de supporter cette capacité de charge. Donc, surtout, par exemple, un triceps sural et un système muscle-tendon qui soit efficient. Parce que souvent, les gens veulent passer d'une attaque talon à une attaque médio-pied ou avant-pied parce que ils ont vu ça sur Internet. Exactement. Etc. Et le problème, c'est qu'ils sont pas préparés à ça et donc on se retrouve avec énormément de tendinopathie, du tendon d'Achille, parce qu'ils sont passés de façon trop rapide Ouais, exactement. C'est sûr que ça a été une grosse mode il y a quelques années. Je pense qu'il y a eu un manque un peu à la fois chez les vendeurs de chaussures, chez nous aussi, chez plein de monde d'accompagner tous ces coureurs qui ont voulu faire évoluer leur pattern de course. Et forcément que passer d'une chaussure entre guillemets maximaliste à une chaussure minimaliste, ça doit se faire avec un certain nombre de temps, de travail en amont, de travail de renforcement. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus cadré, que ce soit les Jean-François Esculier de la clinique du coureur ou des anglophones comme Tom Goom qui ont donné des chiffres pour ces passages d'une chaussure à une autre, quoi. On passe pas d'une grosse chaussure maximaliste à une chaussure minimaliste comme ça. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux préciser un peu ce qu'est une chaussure maximaliste, une chaussure minimaliste? Une chaussure minimaliste, en fait, c'est une chaussure qui va le moins contrer entre guillemets la déformation naturelle du pied lors de la course. Un indice élevé minimaliste va laisser le pied bouger comme il bougerait naturellement. A contrario, une chaussure maximaliste par exemple une grosse semelle, ce qu'on appelle le stack, c'est l'épaisseur de la semelle,
par un talon renforcé, donc un drop, par un certain nombre de composants qu'on va ajouter sur la chaussure vont ajouter par exemple de la raideur à celle-ci, du poids à celle-ci et vont modifier la manière de courir naturelle en fait. Mais c'est vrai que intellectuellement, le fait d'aller vers une chaussure minimaliste, c'est assez séduisant puisque tu laisses le pied faire ce qu'il veut et tu laisses le pied s'adapter à. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est séduisant. Maintenant, il faut quand même être prudent avec ça. D'un truc qui paraît sexy comme ça, qui a été très bien amené, on peut vite tomber dans un truc cauchemardesque aussi. Donc, des exemples comme ça, concrets, j'en ai plusieurs et moi, je suis plutôt nuancé là-dessus et je suis content que maintenant on revienne à quelque chose de plus nuancé, là où il y a quelques années on était assez blanc ou noir, quoi. C'était soit de la grosse chaussure maximaliste et il fallait passer tout de suite limite à des chaussettes. Donc maintenant, je trouve c'est plus guidé. À la fois pour nous c'est plus facile et j'espère pour le coureur ce l'est aussi, mais il faut que ce changement il se fasse avec une réflexion, soit en termes de performance, soit parce qu'il y a une blessure, soit parce que c'est une demande du coureur, mais faut accompagner tout ça. Et justement, pour quel type de pathologie tu pourrais conseiller à un coureur patient de passer d'une attaque talon à une attaque, on va dire, médio-pied? C'est une bonne question. Je pense que la première qui me vient en tête, moi, c'est quand même le syndrome fémoro-patellaire, où je vais pas être aussi franc à avoir la prétention de dire qu'on va vouloir changer son attaque. En fait, souvent l'attaque, elle est liée à la cadence. Et moi, ma porte d'entrée pour modifier un peu son pattern de course, ça va être de travailler sur la cadence. Encore une fois, sans le nommer précisément, mais plus en leur donnant des clés pendant la course, quoi, en réduisant le bruit, en faisant des plus petits pas, mais plus rapides. Ben, finalement, on va augmenter la cadence, ce qui indirectement va modifier l'attaque de pied. Tu leur mets pas des objectifs de fréquence comme pour être dans les normes à 22 attaques du pied droit, mettons, sur 15 secondes. Ça, tu fais pas trop. Non, tu fais quelque chose plutôt, tu donnes des indications plutôt qualitatives que quantitatives sur la fréquence. Ouais, par rapport à la cadence, moi j'aime bien alors pour ceux qui ont des montres connectées ou des applications, souvent c'est des gens qui ont une cadence assez faible, on va dire moins de 160, 165 pas par minute. On va déjà leur expliquer un peu ce que c'est, l'objectif d'augmenter légèrement, c'est-à-dire que quelqu'un qui court à 150 pas par minute, on va pas vouloir le faire passer à 180. Dans la littérature, l'augmentation elle se situe entre 5 et 10%, donc souvent on prend cette fourchette-là et ça lui donne une fourchette de cadence à viser. Alors pas forcément à toutes les sorties qu'il fait, mais à certaines sorties par semaine, souvent plus courtes, on va lui demander d'essayer de se corriger lui consciemment pendant la course et puis de vérifier ça, mais après la course, pas tellement pendant en fait. Je préfère les rendre un peu plus autonomes par rapport à la cadence que de courir avec un métronome en permanence. Même si il y a des gens qui prennent cette approche-là. Et donc pour revenir sur le syndrome fémoro-patellaire, donc ouais. tu modifies la cadence de pas pour passer sur une attaque donc médio-pied, mais pourquoi, quel est l'intérêt de passer sur une attaque médio-pied en fait pour un syndrome fémoro-patellaire? Bah, l'idée c'est pas forcément de passer sur une attaque médio-pied, c'est déjà de diminuer. Souvent il y a des gens des coureurs qui ont un très gros angle qui ont une forte attaque talon, quoi. Un angle entre le sol et la semelle de la chaussure lors de l'impact qui est assez élevé. Et du coup, déjà, le fait de diminuer un peu cette attaque talon, d'avoir une attaque talon moins forte, ça va limiter un certain nombre de forces de réaction du sol. Ça permet de mieux amortir?
Ouais, exactement. En fait, les forces de réaction du sol seront moins. Le talon, c'est pas un ressort, contrairement à une attaque avant-pied où on va servir justement du triceps sural pour avoir un effet ressort. L'attaque talon, bah on subit entre guillemets un peu cette force de réaction du sol qui va remonter dans le genou, la hanche et également les lombaires. Donc le but, ça va être de diminuer la charge, l'impact sur les articulations. Ouais. C'est pour ça que on passe par ce schéma-là d'essayer de changer ce pattern de course. Par exemple, pour une pathologie comme le syndrome fémoro-patellaire. Et du coup, dans le syndrome fémoro-patellaire, il y a aussi un problème dans le plan à la fois rotatoire et dans le plan frontal. Ouais. Ou est-ce que tu travailles aussi dans la période qu'on appelle mid-stance où il vient mettre l'appui complet Ouais. souvent à avoir un valgus du genou. Est-ce que tu travailles cette phase-là? Oui, un syndrome fémoro-patellaire, bah il y a la douleur est au genou incontestablement, mais il y a souvent un déficit d'abducteur de hanche, de rotateur externe de hanche qui peut entraîner ou pas un valgus ou une adduction de hanche, mais qui souvent est associé à ce qu'on appelle une chute du bassin, un pelvic drop. C'est-à-dire qu'en fait les abducteurs de hanche sont faibles et à force de courir, au bout d'un certain moment, on va observer une chute du bassin. Et du coup, ça confirme un peu ce qu'on fait en rééducation. C'est-à-dire qu'on va pas uniquement se concentrer à renforcer le couple quadriceps ischio-jambier, mais on va aussi surtout aller voir ce qui se passe au-dessus en s'attaquant un peu à renforcer ses abducteurs, donc moyen fessier, grand fessier, rotateur externe de hanche, voire même un peu de travail sur le core stability. Ok. Et est-ce que à ce moment-là, tu travailles un peu justement tout ce qui est muscle intrinsèque du pied, parce qu'il y a quand même souvent ta voûte plantaire qui a tendance Oui, à oui, s'affaisser et donc qui favorise le valgus du genou. oui, c'est souvent qu'on parte d'en bas ou qu'on parte d'en haut, c'est vrai on l'a parfois, c'est-à-dire la chute du bassin est associée à un valgus dynamique du genou et on observe un effondrement du pied. Donc ça fait partie aussi des cartes qu'on a à jouer. Après, c'est un peu au cas par cas parce que forcément si on attaque les trois d'un coup, pour le patient, ça fait quand même une charge de travail entre le renforcement des fessiers, la quadriceps ischio, plus la correction en course et en plus un peu de travail de foot corps à la maison, ça souvent on se perd un peu. Donc maintenant j'essaye plus de cibler en fait les corrections avec commencer par un axe de correction et puis quand ça s'améliore et quand les symptômes s'améliorent, bah rajouter forcément un travail de foot corps, pourquoi pas. Outre le syndrome fémoro-patellaire, quelles sont les grandes pathologies que tu retrouves chez le coureur à pied? On va avoir la fasciite plantaire. Est-ce que tu peux développer ce que c'est la fasciite plantaire pour ceux qui connaissent pas? La fasciite plantaire, c'est une pathologie pour moi, je le traite comme une tendinopathie. Donc j'aime pas le mot inflammation, mais on va dire que une pathologie de surcharge au niveau de la voûte plantaire. Il y a plusieurs causes donc ça peut être soit une surcharge au niveau de la course, c'est-à-dire on a trop mis de course à pied. Souvent, c'est associé à une faiblesse de certains muscles, donc le tibial postérieur. Il peut y avoir aussi un affaissement de la voûte plantaire, donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on fait aussi appel en parallèle de faire du foot corps à un podologue pour essayer de voir si on peut pas améliorer cet affaissement par la mise en place d'une semelle. Le foot corps, est-ce que je te coupe, le foot corps, c'est ce que t'appelles, c'est le gainage du pied finalement, c'est ça? Exactement, ouais, pardon. Ok. Donc cette fasciite, ouais, c'est entre guillemets une inflammation au niveau de la voûte plantaire pour résumer, pour répondre à ta question. D'accord.
Et donc, outre la fasciite plantaire, d'autres pathologies? Oui, la tendinopathie d'Achille, qui est quand même, moi, parmi mes patients, ce qu'on retrouve le plus chez les coureurs, avec le syndrome fémoro-patellaire. Pour rester sur le genou, on a aussi le syndrome de la bandelette ilio-tibiale, ce qui est appelé communément le syndrome de l'essuie-glace, qui est à la partie latérale du genou, et puis la fameuse périostite tibiale aussi qu'on a tous eu un jour ou l'autre en course à pied, mais qui peut perdurer chez certaines personnes et poser des problèmes un peu chroniques. Ouais. Et tu retrouves toutes ces pathologies de façon un peu égale, ou il y en a une qui ressort principalement? C'est difficile de te donner mais je dirais que la syndrome fémoro-patellaire et les tendinopathies d'Achille, c'est quand même les deux plus grosses que moi que je retrouve. Imaginons, tu as fini la rééducation d'une de ces pathologies. Est-ce que tu as un protocole de reprise de la course à pied, et est-ce qu'il varie suivant les pathologies, et j'imagine aussi suivant l'individu, bien sûr? Plus que la pathologie, il va varier suivant l'individu. Surtout, on va le faire varier entre par exemple un trailer qui va vouloir très vite remettre du dénivelé, et puis par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de de vitesse. Donc c'est plus ça qui va me faire varier plus que la pathologie. Mais oui, on a un protocole de remise en charge, on va dire. Avec au départ, ça va plutôt être de la course associée à de la marche. C'est pas des années-lumière des protocoles de la clinique du coureur ou de Tom Goom par exemple. Donc ça va être très évolutif, et puis en fait on va s'adapter à chaque personne. Pour moi, c'est si une étape est validée, on passe à la suivante, et tant que l'étape est pas validée, on reste là-dessus. Et je reste même assez protocolaire sur la remise en charge avec la vitesse ou le dénivelé. J'ai tendance à pas vouloir mettre tout en même temps. Donc voilà, on va plutôt mettre d'abord du temps, enfin de la distance, puis ensuite soit la vitesse, soit le dénivelé, selon le profil du patient. D'accord. Tu modifies un facteur après? Ouais, après l'autre. Comme ça, au moins, on sait si le facteur, si on a une influence dessus ou pas. D'accord. Et donc pour conclure, est-ce que c'était une réflexion que je me faisais, est-ce que finalement le principe un peu de toutes ces pathologies et pour prévenir un peu justement l'apparition de toutes ces pathologies, c'est pas finalement de bien manager sa charge d'entraînement et son volume de course, plutôt que, excuse-moi le terme, mais de se prendre un peu la tête sur la technique de course, sur l'attaque talon, etc. Est-ce que c'est pas plutôt souvent des problèmes de gestion de la charge d'entraînement et de course à pied, plutôt qu'une mauvaise technique de course? Complètement, moi je te rejoins tout à fait sur ta question. Faut savoir qu'il y a 80% des pathologies en course à pied qui sont dues à une surcharge, donc en fait à une erreur d'entraînement. Si on arrive à gérer cette charge et cette éventuelle surcharge, on s'évite la fameuse analyse de course et correction. L'analyse et la correction de la course, faut garder en tête qu'elles sont pas définitives, quoi. Il y a rien de gravé dans le marbre. Le but, c'est juste de diminuer la douleur pendant un certain temps pour pouvoir réaugmenter la charge. Donc on en revient toujours à ce même problème de charge. Et puis il faut pas oublier aussi que varier, mixer les activités, c'est-à-dire pas que de la course, ça permet aussi de diminuer ces facteurs de risque en course à pied. Donc ouais, le discours il est plutôt là-dedans, plutôt que de vouloir corriger une fois que le problème est là. Ouais, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Et donc, en gros, quel conseil tu donnerais pour bien manager sa charge? C'est quoi? C'est de la progressivité dans tout ce qu'on fait? Exactement, ouais, être progressif, ne pas oublier les jours de repos, ils font aussi partie de l'entraînement. Souvent, voilà, les gens veulent en faire tous les jours, il faut qu'il y ait quelque chose, et du coup, ça peut être le cas, mais faut pas oublier de varier. Il faut prendre en compte dans le volume d'entraînement, faut prendre en compte ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse, le terrain, le dénivelé, et puis
on aime tous courir, mais on n'aime pas forcément faire du renforcement. Et je pense que malheureusement, ça doit faire partie un peu du programme de course à pied que de renforcer en parallèle. Et aussi, une réflexion qui me vient, c'est aussi, alors ça c'est plus pour les prépas physiques et les coachs, c'est que il faut aussi adapter le programme de course à pied du sportif, du client, enfin ce que vous voulez, aussi à son activité professionnelle, à sa vie familiale, etc. Et ça c'est vraiment à prendre en compte. Tu vas pas manager un mec qui fait que de la course à pied et qui travaille assis à un mec qui fait du BTP ou qui fait de la route, enfin des choses comme ça. Il faut vraiment l'adapter à son profil de coureur, mais aussi à son profil d'individu. Clairement, et puis à cette charge environnementale, il y a aussi le stress qui joue un rôle, qui jouera potentiellement un rôle dans la survenue de blessures. Donc tout ça, faut vraiment prendre en compte la personne plutôt que de se concentrer vraiment sur le cahier de course à pied. Et pour moi, c'est un tout à prendre en compte avant de vouloir voir au jour le jour ce qu'on lui donne à faire comme course à pied. Ouais. Et merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Merci beaucoup à Simon d'avoir participé à cet entretien. Si je devais retenir une chose de ce qu'a dit Simon, c'est que 80% des pathologies dans la course à pied proviennent au moins en partie d'une erreur de management de la charge d'entraînement. Donc si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, si vous voulez augmenter votre volume d'entraînement, faites-le de manière réfléchie et progressive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver Simon Ledin sur LinkedIn. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sous le nom Sébastien Rea sur LinkedIn et sous le nom PhysioSkills sur Instagram et Facebook. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le repartager sur les différents réseaux sociaux et à mettre une note sur les plateformes d'écoute de votre choix. Merci de votre écoute, à bientôt.